Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Dans l'actualité, les bons chiffres de l'emploi en Poitou-Charentes. Le chômage baisse de 2% sur l'ensemble de la région au mois d'octobre dernier. Celui des jeunes de moins de 25 ans de plus de 4%, grâce notamment à la batterie d'emplois aidés. Nous ferons le point dans cette édition. Nous nous attarderons également ce midi sur l'ambition politique d'Anne-Laure Joumouillet. Cette enseignante de 34 ans veut devenir la prochaine maire de La Rochelle. À 2 jours des primaires socialiste, elle sera notre invitée. Et puis comme tous les vendredis, Élodie Gérard est en notre compagnie. Bonjour Élodie, Bonjour, ce week-end je crois que vous allez nous emmener au cinéma. Oui, je vais vous emmener aux rencontres Henri Langlois, le festival international des écoles de cinéma qui s'ouvre ce soir à Poitiers. Des dizaines de jeunes réalisateurs venus d'un peu partout dans le monde sont attendus pour une semaine de projection, mais pas seulement, le programme est très chargé. Et nous en parlerons avec notre invité Luc Angélibert et le directeur artistique du festival. À tout à l'heure. Merci Élodie, on se retrouve dans quelques instants. C'est donc la bonne nouvelle de cette fin de semaine. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse pour le mois d'octobre dernier. C'est particulièrement vrai en Poitou-Charentes où le nombre de chômeurs a diminué de 2%. C'est la Vienne qui s'en sort le mieux avec moins 3,4% devant la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Charente. Dans la région, l'amélioration est plus significative encore concernant les jeunes de moins de 25 ans. Des résultats impulsés par les emplois aidés comme les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Cette dernière formule peine à s'installer en France en ce moment, mais une fois qu'elle est en place, elle apporte beaucoup de satisfaction aux entrepreneurs. Reportage en Charente, Élodie Bessin-Besserias et Noé Salem. C'est devenu un rituel. Quelques pas sur ce parking avant d'entrer au royaume des chaussons. Encore à l'école l'an dernier, Élodie n'aurait jamais imaginé être si vite derrière cette machine. C'est l'une des toutes premières à avoir signé un contrat de génération. Contre l'embauche d'Élodie en CDI, l'entreprise s'engage à conserver Josette un peu plus loin dans l'atelier, encore 3 ans. Et aujourd'hui, c'est Élodie qui lui dit merci. Bon, j'avais pas sa vitesse, mais j'avais déjà les gestes qu'il fallait parce qu'elle m'a très bien appris comment poser mes mains et comment monter le chausson, quoi. Josette coud ses chaussons depuis 18 ans. Pour elle, la relève est assurée. Élodie prend ma place et je lui fais confiance, je sais qu'elle va y arriver. Et pour le patron, ce dispositif est une véritable aubaine. Il va toucher 4 000 € d'aide par an. Dans un secteur aussi menacé que la chaussure, c'est loin d'être négligeable. Ça encourage très fortement, ça permet aussi de prendre le risque, de faire l'investissement en le limitant sur le plan financier. Dans l'industrie où la transmission des savoir-faire est capitale, ce type de contrat a le vent en poupe. Mais dans le reste des entreprises, le démarrage est plus que poussif. Au total, à peine 11 000 contrats signés en 8 mois. Voilà, nous vous en parlions dès hier. La collecte d'hiver de la Banque alimentaire a débuté ce matin. La collecte de nourriture auprès des particuliers représente en France un tiers des besoins de l'année. Dans l'agglomération Poitevine, près de 35 magasins sont mobilisés. Pour la première fois cette année, les drives participent également à cet élan de solidarité. Une aide indispensable selon Marc Delannoy, il est vice-président de la Banque alimentaire dans la Vienne. C'est un moment très important, puisque ça correspond pour le département de la Vienne à 1 mois de collecte. Donc on va grosso modo peut-être récupérer entre guillemets un peu plus d'une centaine de tonnes de marchandises que vont nous donner les consommateurs. Et ça équivaut à aider à nourrir un peu plus de 10 000 bénéficiaires. Et la collecte de la Banque alimentaire, c'est donc tout ce week-end dans plus de 7000 super et hypermarchés en France. En bref, sachez que 6 élèves du collège Roger Tabot de Mazières-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres ont passé la nuit à l'hôpital à Parthenay et à Niort. Ils ont été intoxiqués par une défaillance du chauffage au gaz du gymnase alors qu'ils étaient en cours de sport. La mairie propriétaire des locaux va faire réviser le système. D'ici là, le bâtiment restera fermé. Je vous le disais dans les titres, ce sera le rendez-vous politique du week-end. Les Rochelais s'apprêtent à désigner le candidat socialiste pour les prochaines élections municipales. Dimanche, lors de primaires citoyennes, 2 candidats sont en lice, Jean-François Fontaine et Anne-Laure Joumouillet. Par qui seront-ils désignés et de quelle façon? Les réponses ce midi avec Christine de Pontchalon.
On aime les primaires au PS et à La Rochelle, elles ne sont pas réservées seulement aux adhérents. Dimanche, de 9h à 19h, les électeurs rochelais inscrits avant le 31 décembre 2012 sur les listes électorales pourront se rendre dans les 9 bureaux de vote de la ville. Qualifiées de citoyennes, elles sont donc ouvertes à tous les rochelais adhérant aux valeurs de la gauche et de la République. Chaque électeur devra donc signer une charte l'attestant et verser 1 € qui ira aussitôt dans les caisses du parti. Paradoxalement, si l'on écoute bien le microcosme politique local, ces primaires pourraient ne pas rencontrer un grand succès auprès des militants et sympathisants du PS. En revanche, des électeurs de droite iraient sans doute voter. Pas forcément pour un candidat, mais contre l'autre. C'est la glorieuse incertitude du scrutin. Et après avoir reçu Jean-François Fontaine en début de semaine, nous retrouvons ce midi en direct de La Rochelle son adversaire, Anne-Laure Joumouillet. Bonjour. Y a-t-il un risque, comme on vient de l'entendre, comme pour les législatives, de voir les électeurs de droite venir perturber ce scrutin ? C'est une véritable incertitude finalement, parce qu'on ne connaît pas du tout le corps électoral qui se mobilisera dimanche. Mais moi je me dis quand même que je ne vois pas l'intérêt pour des électeurs de droite de venir participer à ce scrutin qui vise à désigner la tête de liste de gauche. Je ne vois pas bien l'intérêt pour eux. Alors les observateurs de la vie politique rochelaise sont un peu étonnés de vous voir remplir des salles lors de vos réunions d'information. Est-ce que vous pensez clairement ce midi que la dynamique est dans votre camp ? Je pense, oui. La campagne a été très surprenante, très enthousiasmante et dès le départ. Et dès le début, dès les premières rencontres, nous avons eu dans nos réunions, dans nos rencontres, énormément de monde, et notamment des gens qui se sentaient un peu résignés, un peu lassés par la vie politique de manière générale et notamment d'un point de vue national, et qui ont eu envie de s'investir à nouveau, de construire un projet avec nous. Et cette attente, cet espoir de construire un projet, il a été très très présent tout au long de la campagne et je pense que c'est ce qui a permis de mener cette campagne aussi enthousiasmante et qui a gagné de plus en plus de monde. C'est cette spontanéité, cette nouveauté dans votre candidature qui, selon vous, fera la différence face à Jean-François Fontaine ? Je pense qu'effectivement ça joue. Les citoyens rochelais, comme par ailleurs en France, sont un peu lassés de voir en place, entre guillemets, toujours les mêmes responsables politiques. Et je crois qu'ils aspirent globalement à un changement, un renouvellement des têtes. Mais le renouvellement des têtes doit aussi s'accompagner d'un renouvellement des pratiques. Et c'est ce qu'ils ont, je pense, c'est ce qu'ils perçoivent en tout cas dans ma candidature. Aujourd'hui, à seulement 34 ans, on peut être persuadé d'être à la hauteur pour diriger une ville de l'importance de La Rochelle. Bien sûr, regardez à Nantes, Johanna Roland, la candidate à 34 ans, à Rennes, elle a 37 ans. Michel Crépeau, lors de son premier mandat, avait un peu moins de 40 ans. Donc oui, l'âge, c'est certain, n'est pas ni une qualité ni un défaut en soi, quel que soit l'âge. Le fait d'être soutenu par Maxime Bonneau, le député maire sortant, on l'a dit, ça a pu être un tournant dans cette campagne, peut-être, on le verra dimanche ? Oui, je crois qu'on verra dimanche, mais je crois pas qu'il faille le voir comme un tournant de toute façon. Maxime Bonneau a été très clair depuis le début. L'intérêt de cette primaire, c'est de désigner la tête de liste et quelle que soit cette tête de liste, d'avoir la garantie qu'il y ait une union après à l'issue des primaires. Et le fait qu'ils me soutiennent, c'est puisqu'on a pu lire dans la presse que les radicaux de gauche, si vous étiez désignée candidate pour le PS, n'excluaient pas de présenter une liste. Alors, que les radicaux de gauche choisissent de soutenir un candidat, c'est parfaitement normal. C'est dans le cadre de cette primaire, c'est tout à fait normal. Après que Yann Juin déclare que si c'est pas le bon candidat que les Rochelais auront choisi, il lancerait une liste PRG. Je pense que c'est deux choses différentes. Il a sans doute une vision qui est plutôt celle de la vision du maire des Nandes et qui est une vision qui est sans doute un petit peu éloignée des enjeux Rochelais. Et je crois que les gens seront suffisamment responsables si je suis désignée au PRG pour me rejoindre. Une dernière question très rapidement, Anne-Laure Joumouillet. Oui. Ce matin, Jean-François Fontaine propose d'instaurer un service de bus pour aller chercher les électeurs et les faire voter. Ça vous a surpris ?
Ça fait penser un petit peu à Marseille, j'ai l'impression, mais je n'ai pas envie de commenter les modalités, les turpitudes de campagne de mon concurrent. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure Jemouillet. Donc, je le rappelle, les primaires citoyennes à La Rochelle, c'est dimanche prochain. Le candidat choisi affrontera entre autres une liste d'union UMP-UDI conduite par Dominique Morvan. Ce nouveau rebondissement maintenant dans le dossier de la vente du théâtre à Poitiers. 9 contribuables ont déposé un recours devant la préfecture portant sur la cession d'une partie de l'établissement pour un montant de 510 000 €. Ils contestent la somme, jugeant que l'évaluation des locaux est très largement sous-estimée. Comment à présent soutenir de façon plus équitable l'agriculture en France? Un accord sur le montant de la PAC vient d'être trouvé à Bruxelles. Le gouvernement français doit maintenant redistribuer 64 milliards d'euros en 5 ans. Le but, gommer les disparités parfois très importantes entre éleveurs et céréaliers. C'est un dossier préparé ce midi par Anne-Marie Baillarger et Julien Delage. Cela fait 30 ans que Raymond Demiot arpente la campagne, coiffé d'un bonnet rouge. Un pur hasard pour ce combattant proche de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, il défend les éleveurs. Ceux qui possèdent moins de 30 vaches risquent d'être privés d'aide européenne. Si on n'encourage pas les gens à maintenir des petits troupeaux sur les fermes, la disparition de l'élevage va continuer, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que... D'abord, les gens apprécient énormément ce que l'on fait. On vend des produits à la ferme et les gens mangent de la viande de nos veaux et ils l'apprécient énormément, aiment voir des animaux dans les champs. Et pour l'avenir de notre ferme, c'est le maintien du potentiel agronomique de nos fermes qui est en jeu si l'élevage s'en va. Après de longs mois de discussions, la France a reçu 64 milliards d'euros pour toute la période de 2014 à 2020. Une enveloppe européenne à partager entre les agriculteurs de l'Hexagone. Ces aides font aussi grincer les dents des producteurs laitiers intensifs et des exploitations de grandes cultures, car la tendance est à l'harmonisation. Fini les attributions de fortes sommes. Le but, c'est que l'Europe des 28, à long terme, d'ici 10 ans, qu'on ait tous le même niveau d'aide à l'hectare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à lisser en France. Cette baisse, par contre, va être progressive, parce que ces gens-là, il faut qu'ils s'adaptent. Le fait que le niveau d'aide va diminuer, il va falloir qu'ils compensent, qu'ils trouvent d'autres solutions pour maintenir le revenu, maintenir l'emploi sur les exploitations. On est satisfait de cette évolution et on aurait même préféré que ça aille plus vite et que ça aille plus loin dans l'aspect redistribution des aides. Qu'il y ait plus d'harmonie et puis qu'on aille plus loin dans le soutien aux premiers hectares. Les 52 premiers hectares sont surdotés, ce qui permet aux jeunes et aux moyennes exploitations de bénéficier des aides européennes. Selon les syndicats, les idées divergent, agriculture intensive ou agriculture paysanne, mais ce sont les lobbies qui influent la politique européenne. C'est un rapport de force qui s'opère dans les négociations et face à nous, évidemment, la FNSEA et puis les syndicats européens qui lui ressemblent ont une force politique, une force financière, un pouvoir que nous n'avons pas. L'objectif de cette nouvelle politique européenne est une agriculture plus verte, créatrice d'emplois et qui protège les savoir-faire afin de valoriser les territoires ruraux. Si vous êtes maintenant amateur d'objets d'art et de bijoux d'art déco, c'est une vente aux enchères qui peut vous intéresser demain à Poitiers. Une collection privée avec des pièces rares pouvant atteindre les 20 000 €. Elles sont présentées depuis ce matin au public, découvertes avec Christine de Pontchalon et Francis Tabuteau. Il y a toujours un amateur pour le beau mobilier, les beaux objets. L'exceptionnel trouve preneur, souvent à des prix élevés, quand l'ordinaire stagne, voire baisse. Sous le marteau, demain, des objets, des meubles provenant de plusieurs successions. Entre autres provenances, celle d'un hôtel particulier de Poitiers, entièrement dispersé à la demande d'héritiers éloignés. Et une pièce unique, Art Nouveau, ce lustre de l'école de Nancy. Il a d'exceptionnel sa taille, effectivement, il fait 1,20 m de hauteur sur 1,20 m de diamètre. Le travail de la monture, la richesse ornementale, la ciselure du bronze s'avère être quand même fait pour une pièce exceptionnelle et d'une qualité incroyable. Objet plus classique mais recherché, les pattes de verre. Un vase quadrangulaire signé Majorelle et Dôme, une épreuve de 1925. De provenance lorraine toujours, cette faïence de Sarreguemines au décor bas-relief représentant un groupe de perdrix. Un lot de beaux diamants. Terminons, et elle sera sans doute disputée demain avec cette paire de bronze animalier figurant une paire de chiens de chasse grandeur nature. C'est l'œuvre d'un sculpteur poitevin du 19e, Ferdinand Potreau, mise à prix
15 000 €. Élodie Gérard nous a rejoint. Élodie, vous avez peut-être trouvé un cadeau pour Noël? Oui, mais je crois qu'on va pas... De Lorraine, non? Je vais plutôt vous offrir un pass pour aller aux rencontres Henri Langlois, Festival international des écoles de cinéma. C'est vraiment un rendez-vous pour ceux qui aiment le 7e art, ceux qui aiment le cinéma de façon inconditionnelle et qui ne craignent pas de sortir des sentiers battus. Le Festival international des écoles de cinéma et celui qui porte cet événement depuis 10 ans est avec nous sur ce plateau. Bonjour Luc Angélibert. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de ces rencontres Henri Langlois. Alors première question, est-ce qu'un festival de jeunes réalisateurs c'est plus difficile à faire connaître auprès du grand public qu'un festival de cinéma classique par exemple? C'est forcément plus compliqué puisqu'on a affaire à des réalisateurs que personne ne connaît, qui n'ont en général pas de vedettes, d'acteurs connus. Il n'y a pas véritablement de marché de diffusion pour ces films, donc personne ne s'en occupe trop. Et pourtant, nous, depuis 10 ans, on sélectionne le meilleur du meilleur, puisque sur 1400 films qu'on reçoit du monde entier, on en garde une quarantaine, 45 cette année, et que véritablement, c'est de là que vont naître les grands cinéastes de demain. Et justement, découvrir celui qui sera le grand cinéaste de demain, est-ce que ça c'est une ambition? Je rappelle que des gens comme Arnaud Desplechin, Noémie Lovski, Ethan Cohen sont des gens à qui vous avez offert la chance de présenter leur film au public pour la première fois à Poitiers. Est-ce que ça c'est une ambition? Je ne sais pas si c'est une ambition. Il se trouve que lorsque ça arrive, on en est drôlement fiers. Parce qu'on s'est dit, tiens, on a fait le bon choix, on a eu du nez. Mais on pouvait rajouter aussi par exemple Benjamin Renner qui nous a réjouis l'année dernière avec Ernest et Célestine, ce dessin animé qui a eu son film de fin d'école, fin d'études primées à Poitiers et qui maintenant est demandé dans le monde partout avec son film d'animation. Luc Angélibert, 21 pays sont représentés. On l'a dit, c'est un festival international. Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont vraiment surpris? Chaque année, il y a des pays qui nous surprennent. L'avantage extraordinaire d'être à cette place-là, c'est que on voit ce que va devenir une cinématographie avant tout le monde, avant que les films arrivent en production, arrivent sur le marché. On a vu arriver le renouveau du cinéma allemand, on a vu arriver le renouveau du cinéma argentin, le cinéma coréen. Et effectivement, chaque année, on découvre un petit peu des zones où on se dit, tiens, dans quelques années, des grands cinéastes vont émerger de cette région du monde. Et cette année, qui vous a surpris alors? Cette année qui nous a surpris, il y en a plusieurs en matière, parce qu'il y a à la fois des films d'animation, des films documentaires et des films de fiction dans le festival. Israël, le Liban, la Palestine, ça c'est des pays qui peuvent vous surprendre? Alors Israël, le Liban, la Palestine, je vois pourquoi vous parlez spécifiquement de cela, parce qu'il y a un grand focus qu'on fait cette année sur cette région du monde. Pourquoi est-ce qu'on fait un focus sur cette région du monde? Ça n'a pas dû être facile à organiser d'ailleurs. Non, diplomatiquement, politiquement, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, mais on a trouvé beaucoup d'artistes, de gens de cinéma de ces 3 pays du monde qui se sont dit on va venir à Poitiers, on va faire découvrir nos films et on va se parler. Et surtout beaucoup de jeunes réalisateurs qui ne sont jamais sortis du Liban, de Palestine et qui vont venir ici. Et puis des parrains, des grands parrains, des cinéastes reconnus de ces 3 pays qui vont être là quand même, et notamment la grande cinéaste et surtout comédienne Yam Abbas, qui est une arabe israélienne, qui sera là avec nous au milieu de la semaine. Alors il y aura aussi la traditionnelle leçon de cinéma. Très rapidement, je crois qu'il sera question de production. Vous avez prévu quelque chose d'assez ludique pour le grand public? Oui, parce qu'on le fait avec une productrice formidable qui est Anne-Dominique Toussaint, des films des Tournelles, qui a produit des films comme Respiro, comme La Moustache, comme Les Beaux Gosses, comme Alceste à bicyclette, donc des films qui ont eu vraiment une portée publique importante. Et elle a envie de nous raconter plein d'anecdotes de ces rencontres avec les réalisateurs et de comment on arrive à monter un film et à produire un film. Merci beaucoup Luc Angélibert d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que tout le programme est sur le site du festival à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et je prends le temps bien sûr de vous dire que l'événement ce soir, c'est la projection en avant-première de Jackie au Royaume des filles avec Vincent Lacoste, film de Riyad Satouf, et ils seront tous les deux ce soir nos invités dans le journal à 19h. Alors Élodie, on l'a compris, les rencontres Henri Langlois, c'est le gros événement du week-end. Vous avez également noté d'autres représentations et d'autres idées. Oui, c'est une information qui va intéresser ceux qui aiment la peinture, la photographie, la sculpture et les femmes. Je m'explique. À Royan, 4 artistes exposent leurs œuvres en ce moment et chacun a amené ses plus jolies pièces, vous le voyez, des jolies pièces qui sont d'ordinaire exposées à New York ou à Tokyo, mais qui sont exceptionnellement présentées pour un mois à Royan. Alors, il n'y a pas que des femmes nues dans cette exposition, il y a aussi de très jolies photos de paysages et des portraits à l'aquarelle. C'est à voir à Royan jusqu'au 20 décembre au Palais des Congrès. Et puis pour finir, Patricia, je voulais aussi vous dire un mot de la venue dans la région la semaine prochaine d'un grand monsieur du jazz et de la funk music
musique. C'est un maître du saxo, il a accompagné pendant des années James Brown, excusez du peu. Maceo Parker sera en concert jeudi à la Nef à Angoulême et c'est un événement. Et je finis et je vous laisse en compagnie du monsieur. Merci Elodie, c'était vraiment une belle idée de nous faire écouter ce morceau de jazz. C'est la fin de cette édition. Ce soir, c'est Marie-Ange Cristofari que vous retrouverez à cette même place. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. L'info régionale continue sur France3.fr.